Donc pour la table ronde numéro 3, j'ai le plaisir d'abord de demander à mon ami Jacques Faubert de bien vouloir monter avec moi pour l'animation et d'accueillir donc Pierre Boulet de l'Université de Lille, Laure Manoukian de la Caisse des dépôts, Claudio Simelli du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Hervé Joanneau de Pôle emploi et Stéphane Rémy du ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion. Alors, Claudio Simelli, je vais commencer avec vous. Vous représentez l'Éducation nationale. Vous êtes directeur de projet à la direction du numérique pour l'éducation du ministère de l'Éducation nationale. Vous animez la stratégie IT du ministère. Vous élaborez les partenariats permettant de généraliser les usages du numérique, moderniser l'action de l'État. Dans ce cadre, vous participez à des travaux nationaux et internationaux sur la normalisation de l'intelligence artificielle, la blockchain, l'élaboration d'un code de conduite sur la libre circulation des données sans caractère personnel. Et vous avez dirigé Numérilab, la mission d'incubation des projets numériques de l'éducation nationale. À vous la première question. Nous avons entendu parler depuis tout à l'heure du principe de la reconnaissance. On nous a dit qu'il était important de reconnaître dès le plus jeune âge. On nous a parlé aussi de citoyenneté. Donc j'ai envie de vous demander deux choses au vu de vos missions. D'abord, évidemment, la première, comment l'éducation nationale s'empare ou pourrait s'emparer de ces badges numériques, de ces nouvelles formes de reconnaissance? À quoi pourrait-elle servir? Et puis ensuite, en quoi ce côté numérique est une véritable valeur ajoutée, puisque c'est aussi le cœur de vos travaux? Écoutez, déjà bonjour à tous, je suis très honoré d'être ici et puis je suis toujours impressionné quand j'entends la litanie de ce que je fais. Donc je vais essayer de répondre en étant à la hauteur. Déjà dire qu'effectivement il y a un intérêt pour l'éducation nationale sur tout ce qui est la reconnaissance finalement des compétences. J'élargirai simplement ce sujet. Il y a aujourd'hui un certain nombre de groupes de travail qui sont en action et qui travaillent notamment sur cette question des open badges ou des micro-certifications. Aujourd'hui, ces groupes-là travaillent. Il y a également un intérêt qui est très important au niveau de l'orientation, puisqu'il y a un grand projet qui s'appelle Avenir, qui est porté par l'ONICEP, qui s'intéresse à toute la question des compétences certes formelles et des diplômes, mais également des compétences informelles et des soft skills. Et donc il y a un travail dans ce cadre-là qui va être finalement comment tenir compte de ces compétences informelles dans l'ensemble du processus d'orientation. Mais il y a également un contexte international. Il y a eu un contexte international qu'on a pu voir éclore, par exemple au moment de la crise en Ukraine, où on a eu un certain nombre de personnes qui ont été dans l'ensemble de l'Europe et on aurait été très heureux de savoir finalement quelles étaient leurs compétences. Et donc peut-être que là, effectivement, on a pu mesurer l'intérêt d'avoir des outils numériques qui nous facilitaient l'accès aux compétences des personnes qui étaient finalement en circulation dans l'ensemble de la communauté européenne, voire au-delà. Il y a des travaux qui sont faits aujourd'hui au niveau européen pour faciliter la circulation des élèves et des étudiants. Il s'agit des travaux d'Europass qui sont là également pour travailler sur l'harmonisation, l'identification et la reconnaissance des compétences, avec d'importants travaux qui se font autour d'ESCO. Moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est une grande chose. C'est que l'ensemble de ces travaux et la grande diversité de ces projets sont centrés sur l'humain. Il n'y a plus d'appel à projet, par exemple, de la Commission européenne, qui ne soit pas centré sur, finalement, le numérique et l'humain, sur la façon, et on a vu au travers du RGPD, on le voit au travers des questions qui sont portées sur l'AI Act ou sur le Data Governance Act, l'ensemble de ces éléments sont facilitateurs d'un numérique à sensibilité humaine. Et le travail qui se fait notamment en France, alors je ne veux pas parler à la place du passeport compétences et de la Caisse des dépôts, mais effectivement le travail remarquable qui est fait, les orientations européennes qui vont vers la création d'un portefeuille d'identité numérique européen, qui sont extrêmement intéressants, parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'effectivement, le résultat des questions qui sont liées à l'acquisition des compétences des individus pourront participer ou pourraient participer à ce portefeuille, donc avec une vision large de ce portefeuille qui ne serait pas uniquement au niveau d'un État, mais au niveau du partage entre plusieurs États. Et enfin, les travaux qui se passent sur les data spaces, ou sur les espaces de données, typiquement au sein du travail que fait Gaia-X,
notamment sur les questions d'éducation et compétences, pour faciliter la circulation, la portabilité des données liées à l'éducation et aux compétences. Et on voit bien que là, il y a un lien direct avec les open badges et sur la façon dont on peut porter ces open badges. Alors, moi là, je représente la direction du numérique pour l'éducation du ministère, et à ce niveau-là, nous avons engagé effectivement plusieurs travaux, puisque notre travail, c'est de faciliter la mise en œuvre des orientations politiques et stratégiques de la France pour l'éducation. Et donc, pour ça, on s'est doté d'une stratégie numérique pour l'éducation, d'une doctrine technique, il faut bien le faire, et qui s'intéresse avant tout, et dans des conditions, on va dire, très importantes, qui concernent l'ensemble de l'écosystème, qui s'intéresse à l'interopérabilité. Voilà. Hein, j'ai lâché le mot. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de créer des cylindres, mais de créer des dispositifs qui soient interopérables et d'adapter des standards internationaux. Alors, je dis bien adapter, pas forcément adopter tels qu'ils sont, mais les adapter sans trop s'en éloigner, voire contribuer pour justement faciliter cette circulation des individus et des compétences au travers de la reconnaissance qu'ils peuvent avoir. J'ai envie de citer quelques éléments. Aujourd'hui, il y a une norme et un standard international que nous regardons de près qui s'appelle Badge V3, hein, et qui est un standard international qui permet de corriger ce que faisaient certains standards internationaux avant. Hein. Vous pouviez créer un portefeuille, ne serait-ce qu'avec une adresse de messagerie, et on sait bien ce que vaut une adresse de messagerie. Hein, moi, pour en avoir créé une cinquantaine, voilà, on sait très bien qu'on peut prendre n'importe quel fournisseur de messagerie et vous pouvez créer une adresse de messagerie. Donc, ce n'est pas une façon, ce que je veux dire, très sécurisée, de faire porter la reconnaissance de quelque chose à partir du moment où on peut créer avec n'importe quelle adresse de messagerie. Une des avancées, c'est justement de pouvoir, dans ces normes et ces standards, adresser véritablement l'individu et la reconnaissance de l'individu, et pouvoir effectivement lui associer des badges, des credentials, des compétences, en étant sûr que c'est lui, et en lui permettant à lui de les partager. Parce que je pense que les grandes avancées de ce que je viens d'évoquer sont la façon dont l'individu va devenir maître de l'ensemble de ces données avec une véritable capacité de les partager. Je vais continuer en disant une autre chose. J'ai entendu un intervenant, je m'excuse, mais je ne me souviens plus qui c'était, qui parlait finalement de plateformes de type Learning Management System et de la façon dont les gens se formaient et de la façon dont on pourrait plus facilement reconnaître si au travers de ces plateformes, on pouvait valoriser les compétences qu'ils acquéraient. Eh bien, effectivement, c'est un de nos sujets aussi, c'est-à-dire qu'on se pose cette question de comment faciliter l'intégration des portefeuilles et la capacité de reconnaissance dans les plateformes de MOOC, dans les plateformes LMS, de façon à faciliter ces transferts. Hein. Et bien entendu, on s'intéresse à l'avancée majeure qui est pour nous le travail européen sur l'European Language Model, qui intègre finalement l'ensemble de ces problématiques. Et dans nos travaux d'interopérabilité, c'est une des questions fondamentales qu'on se pose, c'est finalement comment converger vers finalement cette facilitation française et européenne dans la reconnaissance des compétences des open badges, des micro-credentials et même des diplômes. Merci beaucoup de nous avoir précisé et expliqué comment l'éducation nationale s'intéressait de très près au sujet. Je te laisse prendre la suite, Jacques. Ben, on va rester très logiquement dans l'éducation, mais cette fois-ci, on va s'intéresser au supérieur. Et donc, donner la parole à M. Pierre Boulet, qui est professeur d'informatique à l'Université de Lille et spécialiste de l'intelligence artificielle embarquée, qui est un plus. Il est vice-président numérique de l'Université de Lille et préside l'association de tous les vice-présidents numériques des universités françaises. Gros travail, je suppose. Voilà. Et il a mis en place la transformation numérique d'un diplôme dans son établissement. Donc, il y aura aussi un élément concret sur ce qui se fait en la matière. Et il est impliqué au niveau européen sur cette question au sein de l'EBSI, une infrastructure européenne de services blockchain. Donc, je crois que ça complétera très bien ce que M. Comolli vient de nous ouvrir comme perspective. À vous, M. Boulet. Merci, bonjour tout le monde. Je suis complètement aligné avec ce qu'a dit Claudio juste avant. On travaille ensemble depuis 5 ans sur ces questions-là. C'est lui qui m'a fait
qui m'a mis le pied à l'étrier sur le BSI en particulier et sur d'autres sujets. Donc on est complètement aligné sur les directions et les problématiques de centrage sur l'individu, de partage, de donner la capacité à partager ces reconnaissances aux diplômés ou aux personnes auxquelles on a attribué des badges. Alors les universités, on est au cœur de tout ça parce qu'on est à la fois un organisme de formation qui certifie, qui donne des diplômes, on est un organisme de formation professionnelle aussi, parmi les plus gros, hein, les universités sont des très gros organismes de formation professionnelle. On est aussi des recruteurs, on a un grand nombre d'employés, enfin dans mon université on a 8000 employés, 80 000 étudiants, 8000 employés. On est des recruteurs aussi d'étudiants qui viennent du scolaire, typiquement, à l'entrée, passage du scolaire au supérieur, et pour lesquels on aime avoir les notes du bac dans Parcoursup, mais pas seulement, on aime aussi savoir ce qu'ils savent faire ailleurs, et donc des reconnaissances de leurs engagements associatifs, culturels ou autres, sont des éléments sur lesquels on peut se baser nous aussi pour les recruter et les orienter dans les bonnes filières, dans celles qui repérer des éléments intéressants. Donc on est au cœur de cette reconnaissance, à la fois comme consommateur de reconnaissance et comme producteur de reconnaissance à tous les niveaux. Je vais donner quelques exemples de choses qui se font dans mon université. Les open badges, effectivement, on en parle dans nos établissements, mais on n'est pas encore dans des choses très, très institutionnalisées. Je vais dire, on est quand même au cœur de la reconnaissance formelle. On est accrédité tous les 5 ans par l'État pour pouvoir délivrer des diplômes d'État. On a des diplômes d'université, où à ce moment-là, on décide nous-mêmes que c'est un diplôme. On donne des certificats universitaires. Voilà, c'est quand même le cœur de notre métier, la reconnaissance formelle. Alors, comment on met de la reconnaissance non formelle ou informelle dans nos activités? 3 exemples. Un premier qui est un projet qui est en train de se terminer chez nous, qui est un projet européen sur l'apprentissage des langues. Les langues, savoir parler anglais, c'est quelque chose qui est transverse dans l'établissement, dans toutes les formations. On a besoin de gens qui savent parler en anglais. Et là, on va utiliser les badges comme un élément de suivi du parcours pédagogique et de motivation de l'apprenant. C'est-à-dire qu'on va lui donner des badges pour une activité non formelle, c'est-à-dire qu'il va avoir regardé un film en anglais chez lui, sous-titré ou pas en français ou en anglais. Il va avoir écouté un podcast en anglais. Il va avoir fait ces différentes activités et en déclarant ces activités, on va lui donner des badges. Et quand il aura fait un certain nombre d'activités de certains types, il va pouvoir accéder à des badges plus synthétiques qui reconnaissent en fait ces activités et qui vont permettre de le motiver à progresser dans son parcours d'apprentissage des langues. Donc ça, c'est un projet européen, donc on ne le fait pas tout seul. Cet aspect des open badges, c'est aussi le processus collectif de définition de ces différents niveaux et de ce qu'on reconnaît par chacun des badges. Donc il y a une définition d'une architecture de badge et c'est exploité concrètement dans notre centre d'enseignement des langues. Deuxième exemple, on a des doctorants. Alors là, pour le coup, c'est des gens qui sont plutôt des insiders, si je reprends le vocabulaire de la table ronde précédente, pour lesquels on a quand même un problème dans la société française de reconnaissance de leurs capacités et de leurs compétences spécifiques du travail de recherche par rapport à un ingénieur qui a quand même 3 ans d'études de moins. Le doctorat n'est pas reconnu à sa juste valeur. C'est un problème franco-français un petit peu avec nos systèmes des grandes écoles. Donc on essaye de travailler à mettre en valeur, à reconnaître et à mettre en visibilité des compétences qui sont acquises pendant le doctorat. Et une de ces compétences sur lesquelles on a déployé des badges, c'est la médiation scientifique. Et donc on a des étudiants qui sont dans notre outil de médiation scientifique. Et d'ailleurs, dans le bâtiment où on a accueilli EPIC 2 fois ces dernières années, l'Iliade, qui est notre Learning Center, on donne des badges avec une architecture de badges aussi, des petits badges puis des plus gros, qui permettent de reconnaître l'engagement des étudiants et l'activité qu'ils ont fait de reconnaissance de travail de médiation scientifique auprès des différents publics. On travaille aussi dans un contexte transfrontalier, dans un autre projet européen, vous voyez que chez nous c'est très important l'Europe, à définir des architectures de badges pour la reconnaissance des compétences numériques, ce que font aussi beaucoup d'autres personnes. Et dernier point, et je passe la main, on est très actif, alors là pour le coup je prends ma casquette de vice-président numérique,
d'avoir des outils souverains sur lesquels, quand on donne quelque chose, on veut que ça reste, nos diplômes, il faut qu'on les garde 50 ans, on a une obligation légale, et donc on est très content qu'il y ait le passeport compétences pour nous aider dans cet archivage et dans cette diffusion de nos diplômes, mais pour le coup les open badges ne rentrent pas, et donc on cherchait une plateforme pour ça, et donc je salue Brigitte Sor qui est là-bas, qui porte le projet France Badge, qui va nous permettre d'avoir un sac à dos de badges opéré par les universités dans nos propres infrastructures et qui va nous permettre de garder ces choses-là de manière souveraine. Voilà. Merci beaucoup, merci de nous avoir rassurés sur le fait que même dans le supérieur, même quand on est au top, le badge peut avoir une grande importance, c'est ce que nous entendions, et merci pour le passage à Laure, justement, Laure Manoukian. Vous parliez du passeport compétences. Alors, Laure Manoukian, donc après une dizaine d'années en conseil en stratégie, vous avez rejoint la direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts pour déployer opérationnellement les mandats qui y sont confiés sur le champ de la formation professionnelle et des compétences. On connaît bien sûr Mon Compte Formation. Arrive le passeport de compétences et de prévention, Soltea, etc. Et en 2022, vous êtes devenue la directrice adjointe de la formation professionnelle et des compétences. Alors la question est en transition. Aujourd'hui, le passeport compétences, on commence à en entendre parler. Je pense que dans la salle, on est un petit peu informé. Ceci étant, aujourd'hui, il reconnaît les titres, les diplômes, les certifications officielles. Il reconnaît l'emploi. Quid des badges? Comment pourrait-il venir nourrir le passeport compétences et être, ce que nous avons entendu depuis tout à l'heure, l'élément important de la valorisation d'une carrière? Vous avez presque tout dit du coup, mais bon, je vais essayer de rebondir et de préciser. J'ai posé la question. Donc effectivement, mandat qui est confié à la Caisse des dépôts dans le cadre de la réforme pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018 et qui prévoit pas la possibilité pour chaque titulaire du compte formation, donc c'est en lien avec quand même le dispositif Mon Compte Formation, de disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire. On y reviendra, mais c'est un point extrêmement important. Les données qu'on va retranscrire à valeur probante, j'y reviendrai également sur le caractère probant de la donnée, seront des données qui seront exposées uniquement aux titulaires, au CEP dans le cadre d'un accompagnement, mais pas au-delà de ce cadre-là. Donc ça, si ça peut rassurer certains échanges que j'ai pu entendre, pour rassurer également un employeur n'y aura pas accès, sauf à ce que le titulaire souhaite le partager avec son employeur, dans le cadre d'une discussion sur l'évolution en termes de compétences. Concrètement, le passeport de compétences, il permet quoi? Il recense quoi? Donc, il recense les données liées à l'expérience professionnelle. Donc, là, on va s'arrimer à les données de la déclaration sociale nominative pour valider de manière probante des données liées à l'expérience professionnelle d'un titulaire, d'un individu. Ensuite, on va aller également s'arrimer à toutes les données liées à tout ce qui relève de la formation initiale et de la formation continue, pour ensuite, à partir de tous ces items, en déduire les compétences, en tout cas proposer une déduction des compétences détenues par un titulaire, par un actif, à un instant T. L'objectif est qu'il conscientise les compétences qu'il a à un instant T dans sa vie professionnelle et que ça l'aide à construire un projet professionnel qui, lui, peut se traduire par j'ai telle ou telle compétence, je dois acquérir telle ou telle compétence, et donc potentiellement faire le lien avec un accompagnement par le CEP, je t'aide un petit peu pour passer la main après, mais également potentiellement se dire je vais aller me positionner sur telle ou telle formation qui va me permettre d'acquérir telle ou telle compétence. Donc, le cadre aujourd'hui, c'est des données à valeur probante dont on sait certifier l'origine. Donc, le cadre très simple actuellement, comme j'ai dit, expérience professionnelle, c'est la DSN. Pour tout ce qui est formation initiale et formation continue, on va s'arrimer sur les données du scolaire et tous les diplômes émanant des ministères, mais également des certificateurs privés. Sur les certifications qu'on intègre également au dispositif Mon Compte Formation, il y a aujourd'hui, on a un cadre qui est certification inscrite au RS ou au RNCP. C'est pour bien mettre en exergue qu'aujourd'hui, on a une norme, on a un cadre qui est fixé qui nous permet d'aller récupérer ces données de manière probante et à la source. La question des open badges, on l'a déjà dans la feuille de route, notre mandant nous l'a déjà fixé, la DGEFP nous demande déjà évidemment de regarder comment on va intégrer les badges numériques au dispositif. Mais toutes les questions qu'on va avoir, c'est sous quelle forme, via quelle norme, et comment on va réguler l'intégration des badges dans le passeport de compétences
pour éviter que derrière, on ait finalement trop de données, une forme de données illisible, et surtout, trop de badges pourraient nuire justement à ce qu'on aimerait exposer dans ce passeport de compétences grâce au badge. Donc, ce qu'il va nous falloir co-construire avec l'écosystème, c'est quelle est la norme, sous quel format de données on va pousser ces éléments dans le passeport de compétences, et quels sont les badges qui sont, entre guillemets, éligibles ou susceptibles d'être mis en visibilité dans le passeport de compétences. Donc, on commence à petits pas, donc on a déjà des éléments qu'on va intégrer dans le cadre des badges numériques, par exemple au titre des personnes qui vont participer aux Jeux Olympiques en tant que bénévoles. On va référencer, on va mettre en visibilité ces expériences via badge numérique dans le passeport de compétences. On va aussi mettre en exergue les participants WorldSkills, ceux qui ont gagné des reconnaissances dans le cadre de ces événements. Vous avez évoqué le programme à venir. On travaille également dans le cadre de ce programme à comment, en termes de continuité, toutes les compétences qui ont été certifiées, validées dans le scolaire, dans le supérieur, dans une logique de continuité, de portabilité, comment on va faire en sorte que ça se déverse dans le passeport de compétences, via aussi cette notion de badge numérique, et puis surtout de « dites-le nous une fois ». On travaille également avec les initiatives dans le cadre d'Europass. Donc, même chose, on a déjà des ateliers de travail qui sont montés, qui vont nous permettre aussi de nous arrimer à ces éléments. Puis on travaille aussi sur comment on intègre tout ce qui est service civique, ESAT, sport haut niveau. Donc on a aujourd'hui une feuille de route qui est restreinte à des items, on va dire, maîtrisés, déjà reconnus. Et la question, c'est comment on va pouvoir élargir ce tour de piste quand on parle badge numérique. Et là, moi, en tant qu'opérateur, je me tournerai vers l'État, vers mon mandant, pour dire, mais en fait, quelle est la norme, comment on contrôle, comment on régule, et qu'est-ce que moi, je suis autorisé à mettre en visibilité dans le cadre du passeport de compétences. Donc, c'est tout cela qu'on va devoir travailler avec l'écosystème. Donc, heureusement, il y a le comité qui existe, qui permet de mettre autour de la table tous les acteurs qui vont travailler sur la norme, sur ce qu'on veut reconnaître, qui va nous permettre, en tant qu'opérateur, de récupérer tous ces éléments. Feuille de route qu'on estime qu'on espère assez restreinte. On souhaite avancer rapidement sur le sujet. Donc on va déjà, donc comme je vous dis, la démarche est lancée. Les premiers éléments relevant de badge numérique vont apparaître dès 2024-2025 dans le passeport de compétences. Et c'est ensuite toute une trajectoire qu'on doit développer ensemble avec l'écosystème. Si j'entends bien, simplement, il y a une question d'institution qui garantit le badge pour vous aujourd'hui. Ça rassurait, parce que en fait, le risque que j'y vois, c'est qu'à terme, dans ce passeport de compétences, que nous, on a le contenant, en fait. Mais qui régule le contenu pour éviter que derrière, on ait une forme de passeport de compétences qui va valider des données, mais quelles données on valide, quelles données on estime être intéressantes, pertinentes, dans le cadre de la construction d'un projet professionnel. C'est bien l'objectif de ce passeport de compétences. Et donc, oui, je pense qu'il y a un sujet de régulation, de se dire qu'est-ce qui a vocation à rentrer ou pas dans le passeport de compétences, au même titre que toutes les certifications, aujourd'hui, ne rentrent pas dans le passeport de compétences. Merci beaucoup, Laure. Je te passe la parole, mon cher Jacques. C'est pas tout à fait un shabada, mais quand même. Donc, Monsieur Hervé Joanneau nous a rejoint. Il est directeur de la direction du développement des compétences à Pôle emploi. Donc, on verra ce que ça deviendra dans France Travail, mais pour le moment, il est là. Et il a fait du terrain aussi, puisqu'il a été en directeur territorial en Loire-et-Cher. Il a été à la direction régionale Centre-Val de Loire. Puis maintenant, il est en responsabilité donc au niveau national. Et on a plaisir à lui poser une question qui reprend en partie des points de la première table ronde. C'est la question des convergences et de la lisibilité de toutes ces expériences au niveau des territoires. Comment est-ce que l'objectif de favoriser l'accès à l'emploi, de favoriser la mobilité, qui a été évoqué et qui vous tient à cœur, je le sais, comment ça va permettre, comment Pôle emploi s'intéresse à tout ça, comment est-ce qu'il met des choses en œuvre d'ores et déjà, et puis quel projet aussi peut-être derrière. Oui, alors déjà, je vais faire un lien très rapide avec la Caisse des dépôts. Alors, la Caisse des dépôts va avoir son passeport compétences. On avait déjà le cousin un peu plus âgé côté Pôle emploi qui s'appelait le profil de compétences. Voilà, alors la petite différence, c'est que le passeport, on aura des données qui sont certifiées, alors que jusqu'à maintenant, on avait des données avec le profil qui étaient des données déclaratives. Donc, on voit d'un très bon œil l'arrivée du passeport compétences et on va, j'allais dire, faire en sorte de pouvoir rentrer en interopérabilité pour
pour justement avoir le maximum d'informations au niveau des dossiers des demandeurs d'emploi. Et puis après, on fait des travaux, effectivement, dans le cadre du référentiel compétences 4.0 que porte ma collègue Catherine Beauvois, de manière à avoir vraiment, et je pense que c'est ça l'importance, de parler un langage commun, parce que voilà, le but véritablement, et c'est un petit peu ce que tu as dit juste avant, c'est si on parle un langage commun, on arrivera à dialoguer entre ceux qui recherchent des compétences et ceux qui, j'allais dire, portent ces compétences. Donc voilà, nous c'est un grand enjeu, le ROM 4.0, donc les travaux se poursuivent. Voilà, les équipes de Catherine Beauvois sont en train d'écrire à l'horizon, on va dire 2025-2026, 3000 fiches emploi qui comprendront toutes ces compétences, les compétences transférables, puisque vous l'avez dit, en termes de mobilité, il faut qu'on soit en capacité d'accompagner les demandeurs d'emploi à aller vers d'autres métiers, surtout quand on arrive à un niveau, j'allais dire, proche du plein emploi, même si on n'y est pas encore. Et puis peut-être pour revenir quand même sur ce qui était dit tout à l'heure et faire part de mon expérience de la semaine, j'étais sur le terrain. Je pense que les open badges répondent complètement à une orientation stratégique que portait notre ancien directeur jusqu'à hier soir, voilà, puisque le nouveau est entré en fonction aujourd'hui. Voilà, Jean Basser portait une orientation stratégique de faire plus pour ceux qui en ont plus besoin. Et je peux vous dire, pour avoir été sur le terrain mardi dans une entreprise éphémère, alors si vous ne connaissez pas le concept de l'entreprise éphémère, c'est vraiment un concept où, j'allais dire, on va remettre en action un certain nombre de personnes pour, j'allais dire, les réapprendre à fonctionner en équipe dans une fonction d'entreprise. Eh bien, certains me disaient vraiment que quand ils n'avaient pas eu la chance d'avoir de diplôme, avoir la reconnaissance et la reconnaissance de la compétence développée, c'était quelque chose de très très important. Donc nous, on croit fermement dans tout ça. Donc on développe avec mes collègues de la direction des services aux demandeurs d'emploi un certain nombre de projets sur des badges, avec PIX par exemple aussi, parce que voilà, le numérique est important pour les demandeurs d'emploi, voilà le niveau d'acquisition des outils numériques. On a aussi des projets plus régionaux avec une direction régionale en Nouvelle-Aquitaine et tout ce qui est gendarmerie. On développe des aptitudes de nos demandeurs d'emploi, des compétences de nos demandeurs d'emploi à évoluer de manière sécurisée dans leur recherche d'emploi. Voilà, on fait ça avec la partie cyber de la gendarmerie. Et à l'interne, et ça fait le lien avec France Travail qui verra bientôt le jour, on va avoir une académie France Travail, on va y accueillir nos collègues des missions locales, de Cap Emploi, de l'APEC. Et dans cette académie France Travail, ce qui est d'ores et déjà prévu, c'est qu'on puisse être en capacité de remettre des badges justement de compétences. Et je pense qu'il est important pour un établissement comme Pôle emploi et demain France Travail qu'on soit exemplaire là-dessus. Voilà, parce que je l'entendais tout à l'heure, pouvoir montrer l'exemplarité d'acquisition d'autre chose que des diplômes et le fait qu'on peut développer ses compétences tout au long de la vie, c'est vraiment très important pour un établissement public comme Pôle emploi qui accompagne à la fois les entreprises et les demandeurs d'emploi. Merci beaucoup Hervé. Et maintenant, nous allons conclure. Alors, vous l'avez fait exprès de vous mettre dans l'ordre, a priori. Nous allons conclure avec Stéphane Rémy, ce premier tour de table. Donc, il est sous-directeur des politiques de formation et de contrôle à la DGEFP, au ministère du Travail. Il a occupé divers postes en administration centrale dans les services déconcentrés et à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il a également été dans les cabinets ministériels, je fais des fautes de français, j'aurais pas mon badge non plus. Il assure les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de l'opérateur de compétences des mobilités et de Centre Info. Et dans le cadre de vos attributions, vous intervenez publiquement de manière régulière et vous collaborez occasionnellement à différentes revues, dont Droit social et des revues spécialisées.
Alors Stéphane Rémy, vous êtes l'État, vous concluez ce tour de table. On est plusieurs. C'est vrai qu'on en a d'autres. J'ai vraiment perdu tout mon badge. Merci. Quand même là, puisque ce que l'on a entendu, c'est qu'on attend quand même les instructions de la DGEFP, du ministère du Travail. Donc la question naturelle, c'est comment le ministère s'emploie et s'intéresse à ces badges-là, puisque notre table est autour des leviers que nous pouvons utiliser pour développer le badge numérique. Donc est-ce qu'aujourd'hui, ces réflexions sont au cœur, finalement, de ce que vous mettez en place ? Bien, bon, d'abord merci beaucoup. Je crois que c'est de bon augure qu'on soit dans un hémicycle, celui du Conseil économique et social et environnemental. Je pense que par rapport à l'enjeu de débat, de partage, d'expérience, d'illustration, je pense que c'est de bon augure pour la suite. Et donc déjà merci pour l'invitation et pour ce lieu un peu emblématique. Je partage quand même un petit peu de nouveauté avec mon camarade de gauche, puisqu'on a deux patrons qui ont changé. On a cité Jean Basser, donc Thibaut Gulli qui prend maintenant la responsabilité de Pôle emploi France Travail, avec le nouveau logo qui est sorti. Et pour ma part, vous savez que Bruno Lucas, donc délégué général d'emploi à la formation professionnelle, a quitté ses fonctions. C'est Jérôme Marchand-Harvier qui lui a succédé et qui a pris ses fonctions il y a quelques jours. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent s'intéresser évidemment aux interlocuteurs, interlocutrices, repositionner un petit peu qui est aux commandes côté DGEFP. Alors sur la manière dont le ministère du Travail, du Plein Emploi de l'Insertion, mais évidemment Carole Grandjean avec le ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, qui est tout l'intérêt d'ailleurs du trait d'union avec la partie éducation, s'empare du sujet. Concrètement, c'est venu notamment à travers les participants à la Convention citoyenne sur le climat, qui se sont engagés donc, dans cette méthodologie un peu innovante, quand même, qui a été souvent discutée, débattue, et on a travaillé sur la reconnaissance de ces participants à la Convention citoyenne, qui a quand même donné lieu à la loi Résilience Climat en août 2021. Et donc on a travaillé en partenariat notamment avec l'AFPA pour assurer cette reconnaissance par badge numérique des participants. Donc c'est une illustration concrète. On en a déjà cité d'autres qui vont venir s'agrémenter, notamment celle qui est en cours avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques. C'est quand même devant nous et c'est vrai que c'est très important de pouvoir reconnaître l'engagement, la participation, les bénévoles, tous ceux qui vont nous permettre d'organiser cet événement planétaire que sont les Jeux Olympiques. Mais même avant cela, la démarche qu'on a autour de la Coupe du Monde de rugby, qui lui aussi était un événement planétaire. Il faut bien se mesurer quand même qu'on a parlé à l'hémisphère sud, en Afrique, en Asie, sur tous les continents, ces choses ont été suivies. Et là aussi, les participants, tous ceux qui se sont engagés pour l'organisation, méritent cette reconnaissance. Et donc, c'est important d'avoir des multiples exemples sur la manière dont on peut assurer cette reconnaissance. Moi, je crois qu'à un moment, il faut que les choses se réconcilient avec le droit. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être expérimentées, il y a des initiatives, il y a des expériences, et il faut qu'à un moment, il y ait une impulsion. Et parfois, la puissance publique a ce rôle aussi de donner le cadre dans lequel les choses peuvent s'épanouir librement, parce que c'est important de ne pas trop suradministrer, c'est important que les choses puissent se développer. Et c'est le cas très récemment avec l'article 9 sur la loi du plein emploi, donc qui met en place la dynamique l'aventure France Travail. On a élargi la possibilité d'intégrer des données sur les expériences, sur l'engagement, sur la participation dans le passeport compétences. Donc ce n'est pas seulement les diplômes, les certifications, mais qui effectivement pose une question qui est très importante, qui est la sécurité, qui est la qualité de la donnée. On va avoir une valeur d'usage à ces micro-certifications ou à ces badges numériques, il faut qu'il y ait une valeur. Donc il est très important que les tiers de confiance qui vont pouvoir les certifier apportent de la garantie sur la traçabilité et la sécurité des informations qui peuvent être transmises. Mais le cadre juridique le permet, et ça c'est très important. Donc l'article 9 de la loi plein emploi permet cet élargissement des possibilités d'intégration dans le passeport compétences. Passeport compétences, on l'a dit, c'est la loi de 2018 puisqu'il est accroché au CPF et donc il est en version bêta aujourd'hui sur le site du ministère. Ça fonctionne, ça marche et merci à la Caisse des dépôts et consignations de l'avoir opérationnalisé. Mais il était déjà en préfiguration en 2014 et en fait, il est dans l'écrit de l'accord national interprofessionnel de 2003. J'ai bien dit 2003. Donc les partenaires sociaux
lorsqu'ils ont conclu. C'est un ANI très important et je pense qu'on aurait tous intérêt à le revoir. Il y avait en germe beaucoup d'innovations, l'air de rien. Donc les innovations, parfois, il faut regarder dans le rétroviseur. Vous verrez que cette ANI, qui est en plus, je crois, signée par l'ensemble des organisations syndicales, patronales et syndicales de salariés, il portait cette ambition du passeport compétences. Et puis, il faut reconnaître que ça n'a pas forcément ensuite été traduit comme sur un sujet comme ça, un peu plafonne, stagne. Et puis, il y a des accélérations qui se font. Merci d'avoir tout à l'heure souligné, par exemple, la méthodologie autour de la FEST. On a beaucoup patiné, ralenti, on est resté un peu en surplace pendant de nombreuses années. Et puis, à un moment, il y a une méthodologie, il y a une dynamique qui s'enclenche. Et le fait de pouvoir articuler cadre juridique et innovation pédagogique, ou reconnaissance, parce que là, on est sur un enjeu qui est la reconnaissance, sont peut-être les meilleures conditions de réussite si on veut que ça se développe de manière intelligente, j'ai envie de dire, c'est-à-dire sans dogmatisme. Parce que si on commence à vouloir rentrer dans une logique d'opposition entre les diplômes, pas les diplômes, enfin, franchement, je vous le dis, dans cet hémicycle, il faut qu'on sorte de ça. Sortons de ça. Les diplômes ont leur place, les certifications au RNCP, au répertoire spécifique, ont leur place. Les micro-certifications, il y a une recommandation européenne sur le sujet. Donc de toute façon, les États membres vont devoir se saisir. Et on voit que c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il y a des questions de sémantique. Et on s'arrache beaucoup les uns les autres, qu'on commence à rentrer dans le détail de finalement de quoi on parle, qu'est-ce que ça permet. Ce qui est intéressant dans le badge numérique, me semble-t-il, c'est qu'il permet de reconnaître toute une série de possibilités. La compétence, l'intention, la participation, l'engagement, ça c'est plutôt prometteur. L'expérience. Mais il faut que ça fasse sens et donc il faut que le tiers de confiance soit, encore une fois, responsabilisé dans les données, la sécurité des données qu'il va transmettre. Ça, je pense que c'est un peu les questions qui sont devant nous. Donc la puissance publique, elle a ouvert le champ des possibles avec ce cadre ouvert. Peut-être il y aura d'autres évolutions, d'autres adaptations. On pourra peut-être en discuter dans l'échange, notamment autour du cadre expérimental. Moi, je crois au cadre expérimental. Il a fait ses preuves ces dernières années. Et puis n'ayons pas peur, les changements, parce que c'est vrai qu'il y a des freins culturels, ça a été dit par le collègue des acteurs de la compétence, par moment il faut un petit peu bousculer tout ça, mais regardez le travail qu'on a accompli collectivement sur l'apprentissage. En quelques années, comment c'est devenu une filière naturelle d'enseignement, de formation, avec les volumes, mais tout n'est pas parfait, bien évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais quand même, la démonstration qu'on peut changer culturellement le regard des individus, des familles sur ces sujets, on l'a démontré, donc on est capable, je pense, de bouger les lignes, y compris sur le sujet de la société de la reconnaissance, je crois que c'est l'intitulé de ce colloque, après la société des compétences telle qu'elle a été embarquée dans la loi du 5 septembre 2018. Je m'arrête là parce que sinon... on va pouvoir continuer. Merci déjà d'ouvrir le champ des possibles. Alors, on va demander évidemment à la salle s'il y a des questions, des réflexions ou si on a des questions en ligne. Alors, en attendant ces questions en ligne, je ne peux pas m'empêcher de poser la question. Alors, peut-être je vais revenir vers vous, mais alors, une première question quand même pour rebondir sur ce que venait de dire Stéphane, sur la sécurisation des datas et sur la façon dont aujourd'hui elles peuvent circuler. Et je crois qu'à l'enseignement supérieur, il y a une réflexion qui vient d'être initiée pour dématérialiser le diplôme. Alors expliquez-nous en 2 mots ce que ça veut dire et en quoi ça peut concerner aussi le badge. Alors, il se trouve que je participe à la construction de la politique nationale, la feuille de route, telle que tu as pu le faire le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, on fait la sienne aussi, feuille de route numérique. Et dans cette feuille de route numérique est identifiée la transformation numérique du diplôme. Un diplôme, c'est un bout de papier, aujourd'hui en France, sur un papier spécial, avec peu de place pour écrire des choses. Donc ça porte peu d'informations et c'est censé être sécurisé. Sauf qu'on ne montre jamais son diplôme. Moi, j'ai jamais montré mes diplômes, j'ai toujours montré des photocopies ou des scans de mes diplômes. Donc l'imprimer sur un papier filigrané, tout ce qu'on veut, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, c'est très facilement falsifiable. Donc la sécurité des données, elle est particulièrement importante parce que nous, ça nous coûte en vérification, mes services de scolarité, il y a 1 à 2 personnes à temps plein dans mon établissement qui répondent aux demandes de vérification de diplôme de la part des employeurs. Donc, globalement, en Europe, il y a eu un partenariat européen pour la blockchain qui est parti sur des questions technologiques qui semblaient être une solution de confiance technologique qui pourrait apporter quelque chose là-dessus. Et le premier cas d'usage
pour lesquels tous les partenaires, c'est-à-dire 29 pays, les 27 de l'Europe, plus Norvège, Liechtenstein et la Commission européenne, se sont mis d'accord, c'est le cas d'usage diplôme. Et donc depuis 2018, on construit une infrastructure de services publics basée sur des technologies blockchain pour porter de manière décentralisée en Europe, c'est-à-dire avec des nœuds opérés par des services publics européens, des émetteurs accrédités par des autorités de niveau ministériel dans chaque pays partenaire, des technologies qui permettent d'émettre des diplômes sur des stockages qui sont infalsifiables. Donc c'est la fameuse infrastructure de blockchain de services européenne EBSI dont on parlait tout à l'heure, qui rentre en production là en début 2024 et sur laquelle mon université est partenaire d'un projet de démonstrateur qui va aboutir dans les 2 ans et qui démarre. Là, on a fait vous pouvez les chercher sur notre site. Le comité de presse date de lundi. Et Pierre, bien sûr, je posais la question, le badge est compatible avec tout ça, il peut être porté dans cet environnement, dans cet écosystème. Oui. Les technologies qui sont utilisées sont des standards, donc c'est compatible avec le European Learning Model, 3e version dont parlait Claudio tout à l'heure. C'est compatible avec les standards du W3C, du World Wide Web Consortium, qui sont les Verifiable Credentials, sur lesquels s'appuient aussi les Open Badges. Donc tout ça, c'est compatible et on va tester aussi l'émission d'Open Badge sur cette infrastructure. Parfait, on a une question. C'est un élément très important sur la question de la confiance qui a été évoquée. Et il y a un autre aspect qui est traité depuis le début de la journée, sur lequel peut-être Serge Ravet pourrait revenir, c'est la question de l'endossement. C'est toi qui me demandes de revenir dessus, donc... Mais alors rapidement. Oui, non, ça va être extrêmement rapide, parce que une des façons de donner de la confiance au badge, c'est l'endossement, c'est qui endosse. Et on peut avoir un endossement qui se fait après coup. C'est-à-dire qu'une des choses sur laquelle on va proposer, peut-être, on en parlera plus tard, mais c'est l'idée qu'on peut avoir un badge qui est issu par soi-même, d'accord ? On peut avoir un badge, et ce même badge, ensuite, il peut être endossé par une autorité. Et donc, du coup, on peut avoir un instrument qui peut évoluer au cours du temps. Et donc, ce serait dommage de penser uniquement les badges numériques comme étant statiques, mais on peut parfaitement imaginer des badges numériques qui sont évolutifs à travers le temps. Et donc, de commencer par quelque chose qui est très informel et qui, au fur et à mesure des endossements, peut devenir peut-être endossé et donc avoir le niveau de confiance qui est requis. Et ça, il me semble que c'est pas vraiment pris en compte dans l'aspect blockchain, parce qu'une fois que c'est dans une blockchain, c'est un peu mort. Hein, c'est-à-dire, la différence qu'il y a entre micro-credentials et open badge, c'est un petit peu comme si on avait un mort-né. C'est-à-dire, on a quelque chose qui est certifié, mais on a une momie en réalité. Alors, ce qui est intéressant avec le badge, c'est de penser quelque chose qui est dynamique, qui continue de vivre une fois qu'il a été émis. Donc, est-ce que peut-être tu peux répondre là-dessus ? Alors, très vite. Très vite, et je passe la parole à Claudio qui veut compléter. Les deux sont complémentaires, évidemment. Il ne faut pas faire l'un ou l'autre, il faut faire les deux, comme souvent. Et l'inscription sur blockchain, nous, on le voit d'abord pour le diplôme, qui est le certificat le plus officiel, et dont on doit assurer de manière la plus forte possible la confiance. Mais il y a bien entendu plein d'autres possibilités à côté. Non, un petit complément, effectivement, ce qu'il faut jouer, c'est cette possibilité d'évolution, et donc le fait que ce soit pris par une blockchain ou par tout autre dispositif décentralisé. Parce qu'effectivement, on parle de blockchain, il y a souvent une connotation assez négative sur les blockchains. C'est pas ça, c'est une structure décentralisée qui donne de la confiance au travers, par exemple, de plusieurs pays qui adhèrent à une infrastructure décentralisée et qui permet justement cette évolution. Parce qu'en fait, ce qu'on vient figer à un moment, ça peut être un niveau 0. Et ensuite, on peut mettre en mémoire un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, etc. Et donc, une évolution. Donc ça paraît assez important. Et puis, le second point que j'évoque et que j'ai déjà évoqué dans mon intervention, c'est la confiance dans le portefeuille qui permet d'émettre, en fait, l'élément. Et donc, cette confiance, effectivement, elle peut se faire à partir du moment où on a un élément de preuve que le portefeuille a bien été identifié comme étant celui de l'individu.
Et donc on voit bien que sur ce qui est évoqué, c'est-à-dire sur la question de sécurité, il y a plusieurs niveaux qui peuvent jouer. Il y a la question du niveau de la personne qui peut exposer ces éléments, je ne parle pas de badge ou d'autres éléments, il y a aussi la question des organisations publiques, privées, etc., voire des groupes qui mettent à disposition ces éléments qui sont constitutifs finalement de l'arbre de compétences de l'individu qui est reconnu par des badges, par des micro-credentials ou par autre chose. Merci. Je crois qu'on a une question On a une pour question Internet pour Laure Manoukian. Faut-il au préalable, pour qu'ils prennent leur place dans le passeport compétences, harmoniser les badges? Alors, dans leur forme j'aurais tendance à dire que oui, parce qu'en fait, on ne pourra pas, nous, être le réceptacle ou venir adresser toute typologie de badge dans le passeport de compétences, parce que voilà, il y a un objectif de rationalisation aussi de tous nos développements dans le cadre du passeport de compétences. J'en reviens toujours au sujet de la norme, c'est-à-dire il y a la question de la confiance, de la sécurité, mais également sous quel format on va nous envoyer ces badges, on va nous les transférer, pour que nous, on puisse très facilement les intégrer dans le passeport de compétences. Et on le voit bien, il y a des multitudes d'initiatives qui seraient susceptibles d'intégrer, enfin, qui seraient de confiance et qui seraient susceptibles d'intégrer le passeport de compétences. Si ça se présente sous X formes différentes, alors là, en termes de développement, je pense que l'État ne s'y retrouvera pas. Voilà. Et surtout, on aura une feuille de route qui s'étalerait sur des années, ce qui n'est absolument pas l'objectif. Donc, vaut mieux d'abord, au préalable, réfléchir au cadre, à la norme avec laquelle on envoie ces éléments et ces données à la Caisse des dépôts, pour que le plus rapidement possible, on puisse monter à l'échelle et passer à l'échelle sur le sujet des badges numériques. Merci beaucoup, Laure. Je voudrais revenir vers Stéphane. On oppose un petit peu quand même depuis ce début, et on l'a entendu depuis le départ, l'ouverture qu'offre le badge, et Serge l'a rappelé, et puis ce côté un peu fermeture. Alors j'ai une question de fond, entre ouverture, fermeture, endossement, sécurisation, etc. C'est aussi relatif à la formation, parce qu'on l'a entendu tout à l'heure, les compétences, c'est du développement permanent, c'est parfois de la micro-compétence, c'est parfois la formation qui est parfaitement adaptée. Le badge, il trouverait sa place, tout ça n'est pas éligible au CPF. Donc aujourd'hui, un salarié qui veut trouver du travail, évidemment, il est obligé de trouver dans les certifications. Alors est-ce que demain, on peut imaginer, alors j'ai pas dit qu'il fallait que ça y rentre tout de suite, mais est-ce qu'on peut imaginer, puisqu'on ait accéléré l'usage, des expérimentations avec le badge, comme l'entrée au CPF, ou comme d'autres expérimentations, et on pourra demander aussi à monsieur Joanneau d'enchaîner sur le territoire sur ce que nous pourrions faire ensemble. Peut-être rapidement, il y a sans doute un enjeu déjà de lecture des données, des compétences, parce qu'effectivement, la Caisse ne peut pas absorber s'il n'y a pas un minimum d'harmonisation ou de normes qui soient respectées. Alors, il y a des choses qui sont assez simples, on a parlé de WorldSkills, c'est sûr que les compétiteurs, les participants, ceux qui ont suivi les formations pour cet événement qui se déroulera donc à Lyon, en finale internationale très prochainement, ce sera facile sans doute de pouvoir les identifier et de les faire intégrer le passeport. Pour d'autres, ça peut être plus compliqué, donc on est en train de travailler aussi sur ces questions-là, notamment avec un partenariat avec Diagoriante pour lire les compétences, avoir ce dictionnaire de données qui puisse faciliter l'appropriation et la mise en place de la prise en compte selon un langage qui puisse être évidemment plus facilement reconnu pour ce qui est du passeport. Je pense que ça n'épuise pas le sujet, mais c'est évidemment clairement un des moteurs là que l'on a mis en place. Après, je l'ai dit, je crois au moteur de l'expérimentation. D'une manière générale, ces dernières années, je trouve qu'on a plutôt progressé dans l'idée de l'expérimentation. Attention, c'est pas simplement comme ça lié à l'expérimentation, c'est aujourd'hui, c'est dans les lois. C'est la loi qui prévoit le cadre expérimental, sa durée, sa géographie. Donc c'est exigeant, mais ça fait sens. On l'a fait par exemple sur les contrats de professionnalisation par bloc, et on va la prolonger en 2024. Donc voilà qu'il y a des expérimentations modestes dans les volumes, mais qui donne du sens. On a parlé de VE inversé, je crois que ça a été mentionné tout à l'heure. Donc là aussi, il y a des expérimentations qui sont en cours. Donc le cadre expérimental, pourquoi pas, mais ça s'écrit, si on veut que ce soit un peu sécurisé aussi d'un point de vue juridique, parce que derrière, il y a des questions juridiques. Et puis, je crois que c'est Laurence Martin qui a lâché le mot, il y a des sujets de financement. Donc forcément, il faut qu'on soit aussi raisonnable sur ce que ça signifie derrière, et avec quel dispositif, quelle articulation, quelle reconnaissance, ce sont aussi nos dispositifs. Alors oui, il y a le CPF,
Mais il y a un autre dispositif dont je trouve qu'on ne parle pas suffisamment, c'est le plan développement des compétences. Là, il y a quand même un terrain de jeu qui me paraît très intéressant à remettre un peu en lisibilité. On a dit tout à l'heure, c'était bien vu par certains intervenants sur le fait qu'il y avait quand même des rendez-vous, les entretiens professionnels, les entretiens de mi-carrière. On va avoir un enjeu autour de l'emploi des seniors, du maintien dans l'emploi, des reconversions en interne, des mobilités internes, peut-être des mobilités plus externes. Mais ces sujets-là sont devant nous. Je pense qu'il faut... ils sont ouverts clairement dans le cadre du document d'orientation que le gouvernement a transmis aux partenaires sociaux. Les discussions, les négociations vont porter notamment sur ce sujet des reconversions transition. Il y en a d'autres, l'emploi des seniors, je l'ai dit, compte épargne universel, compte universel temps. C'est peut-être l'occasion, effectivement, s'il y a un processus notamment législatif qui se met en branle à l'issue d'un possible accord des partenaires sociaux, d'un ANI, alors à ce moment-là, il peut y avoir un certain nombre de choses qui peuvent se greffer, y compris des expérimentations qui peuvent être initiées, lancées. Donc voilà un petit peu la dynamique telle qu'on peut aujourd'hui la percevoir. En tout cas, je pense que c'est assez prometteur, parce qu'on a des gros enjeux quand même sur cette question de la reconversion, encore une fois, de l'emploi. C'est devant nous, et puis ça a été très bien dit, me semble-t-il, tout à l'heure, les cycles s'accélèrent, c'est même un peu incroyable, enfin, entre la période Covid et le choc qui a été cette période, avec la mobilisation de l'activité partielle, enfin, souvenons-nous quand même de ce qu'on a pu mobiliser comme outil en face de cette crise sanitaire, mais crise économique et sociale. Et force est de constater que la réponse qu'on a apportée collectivement a été bonne, mais aujourd'hui, on est effectivement dans un rapport de force, ça aussi, ça a été très bien dit, qui est inversé sur le marché du travail. Aujourd'hui, les employeurs cherchent, se battent, y compris les employeurs publics, pour trouver les personnes, les profils, les gens motivés. Et je pense que le diplôme est bien sûr un point de repère qui reste sans doute important. On est en France, ça reste un peu lié à notre histoire aussi, mais pas seulement. Je pense que la recherche du bon profil, de la motivation, de la compétence sont quand même de plus en plus dans les pratiques de recrutement. Puis il y a des choses qui existent en termes de méthode. Je pense à la méthode de simulation par recrutement. Enfin, je le dis mal, mais c'est la MRS, la méthode de recrutement par simulation qui est déjà ancienne, qui permet des choses positives. Donc voilà, les rapports changent très vite, mais on verra ce que seront les cycles économiques qui nous arrivent. Dernier peut-être éclairage global, on l'a dit, la puissance publique, son rôle c'est quoi? C'est aussi donner un peu d'éclairage sur le fond. Oui, la transition écologique, ça va pas s'arrêter. Le réchauffement climatique, il est bien là. Donc il va bien falloir qu'on adapte nos comportements individuels, collectifs, et ça c'est du très très long terme. Et c'est maintenant que ça se joue. La transition agricole, alimentaire, la transition numérique, on a parlé d'IA, d'IAG, ça effectivement ça continue. Et puis il y a des choses plus conjoncturelles, donc on l'a dit, la Coupe du Monde de rugby, les Olympiades des métiers, les JO, ça c'est des moments de respiration qui sont utiles. Mais les transitions profondes, et on pourrait ajouter aussi la transition démographique, le vieillissement de la population, les besoins en compétences. Donc tous ces besoins en compétences vont devoir émerger et faire l'objet aussi de reconnaissance, peut-être avec des modalités plus souples que les habituels critères qui sont fondés par rapport à un critère d'insertion sur le marché du travail, qui est quand même une exigence qui est portée aussi par les pouvoirs publics. Merci pour l'ouverture. On sent qu'il y a du travail pour les expérimentations, mais c'est ouvert. Hervé, peut-être un mot justement sur ces possibilités d'accélérer le déploiement et l'usage des badges sur le territoire. Alors, je dirais, il y a pas mal de terrains d'expérimentation possibles. Alors, peut-être citer quand même un outil fort important pour nous, Pôle emploi, et également pour ceux qui ont la compétence en matière de formation. Je pense aux régions. On a quand même le nouveau cycle du plan d'investissement dans les compétences, avec les plans régionaux d'investissement dans les compétences qui se mettent en place dans les régions, avec des travaux, d'ailleurs dans le contexte de France Travail, qui seront renforcés sur un diagnostic partagé, parce que ça c'est quand même très important, c'est qu'on soit tous autour de la table, les collectivités, ceux qui accompagnent les demandeurs d'emploi, les entreprises, pour pouvoir, j'allais dire, mettre en œuvre justement tout ce terrain d'expérimentation. Tout à l'heure, Stéphane Rémy a reparlé de la FEST. Je crois que c'est un des terrains alors, la FEST ou le développement des compétences en entreprise, on est persuadé que c'est un des terrains les plus propices
à l'accélération du retour à l'emploi d'un certain nombre de personnes qui n'ont pas forcément tous les diplômes. Donc de plus en plus, on va tester des choses avec les entreprises sur le terrain. On va accélérer la mise en place de ce qu'on appelle encore la préparation opérationnelle à l'emploi. Pourquoi pas demain, on se dit, pourquoi pas la badger, cette préparation opérationnelle à l'emploi, parce que on parle de certification, mais toutes les formations ne sont pas certifiantes et tout le monde n'a pas besoin de formation certifiante. Mais il faudrait qu'on puisse reconnaître l'acquisition de ces compétences. Donc voilà, je pense qu'on va être amené à de plus en plus identifier comment on peut avoir une reconnaissance opposable aux entreprises, et puis peut-être quand même parler de quelque chose qu'on a mis en place et qu'on a développé en interne via une start-up interne. On a développé une start-up interne qui s'appelle Compétences Validées, qui en fait part de la recommandation des anciennes entreprises des compétences d'un individu pour les valider et pour lui permettre justement d'opposer les compétences dans son ancienne entreprise à son futur employeur si celui-ci était amené à souhaiter le recruter. Donc voilà, il y a pas mal d'expériences diverses pour justement accélérer cette mise en visibilité des compétences. Et je dirais pour nous, ça va même au-delà du badge, c'est vraiment avoir une mise en visibilité globale des compétences au niveau de chaque individu. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette table ronde. Vous avez une petite phrase encourageante aussi, je crois, pour l'élargissement des badges. Profitez-en. Une petite phrase, c'est simplement que on a un petit peu l'ambition de contribuer à élaborer un socle technique, éthique, sécurisé, surtout souverain, qui facilite la mise en œuvre de la circulation des politiques publiques nationales et européennes, notamment au niveau de la circulation des individus et des compétences qui sont liées à ces individus. Donc effectivement, je crois que ça rejoint pas mal de problématiques qui ont été posées ici et qu'on doit effectivement tous travailler de concert un petit peu sur ces facilitateurs. Merci. Alors, dernière intervention et on arrête. Oui, donc parmi les prospectives et les scénarios envisagés, je n'ai pas entendu une institution qui est quand même importante, qui est la Maison des handicapés, qui porte l'attribution de la reconnaissance de travailleurs handicapés. Et je pense qu'il serait aussi intéressant de voir comment lier et articuler les badges numériques pour ces personnes qui représentent de véritables compétences psychosociales à l'intérieur des entreprises. Excellent champ d'expérimentation. Je pense qu'on va clore avec cela. Madame, messieurs, merci beaucoup. Merci.